Mais pourquoi on fait une fixation sur les protéines? C'est quoi l'affaire, là? Il y en a dans... On va dans une grande chaîne de café, puis là, on va avoir un café latte, mais avec un petit boost de protéines. Il y en a partout à l'épicerie. Parce qu'on est dans une ère de performance, de gym, axé sur l'image, où le corps musclé est important. Puis là, on s'est rentré dans la tête que le corps musclé, c'était manger que des protéines à la journée longue, tu sais. Tandis que le corps, corrige-moi si je me trompe, mais si on mange trop de protéines, le corps est intelligent, là. Il les évacue, il les accumule pas pour le lendemain, là, tu sais. Il se fait pas une petite poche de protéines de poulet, là, tu sais. Mais c'est vrai que contrairement à d'autres nutriments qu'on va stocker, notre corps n'a pas de réserve. En fait, la réserve de protéines, ce sont nos muscles, mais à un moment donné, une fois qu'on a atteint un certain seuil, on évacue les protéines. Donc, ça sert à rien d'aller au-delà. Ouais. Puis, en Amérique du Nord, on consomme déjà beaucoup de protéines. Vous écoutez Centré sur l'équilibre, le balado du Stromspa nordique. Découvrez un contenu bien-être avant-gardiste et audacieux offert en partenariat avec nos collaborateurs aux expertises variées. Joignez-vous à nous dans cette quête d'équilibre, un épisode à la fois. Bienvenue à vous, c'est Evelyne qui vous parle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, au balado, on va parler de nutrition, d'alimentation, mais aussi de plaisir avec les deux co-autrices du livre « Mange ta vie, science, saveur et santé ». C'est paru aux éditions Cardinal. J'ai avec moi la docteure Anne-Julie Tessier. Bonjour. Bonjour. Tu es professeure au département de nutrition de l'Université de Montréal et chercheuse aussi à l'Institut de cardiologie de Montréal. Et tu es accompagnée de Catherine Saint-Laurent. Allô? Allô. Bienvenue au balado. Merci. Catherine Saint-Laurent, qui est comédienne aussi, créatrice de contenu. Je suis contente de vous avoir toutes les deux avec moi. On va parler d'un sujet que j'adore, c'est-à-dire l'alimentation, la nutrition. Mais je suis curieuse de savoir comment une chercheuse est devenue copine avec Catherine, une comédienne, au point de lancer un livre ensemble. Vas-y. Oui, ben j'étais en train de faire mon post-doctorat à Harvard. Fait que j'étais du côté de Boston. Et... justement, j'étais en train de finaliser cette publication scientifique sur l'alimentation et le vieillissement en santé. Puis là, je regardais la définition du vieillissement en santé qui se divise en fait en 4 grands axes: la santé musculaire, santé cognitive, santé mentale et santé à long terme, essentiellement prévenir les maladies chroniques. Puis là, je me suis dit, ça peut faire des beaux chapitres de livres. Fait que, justement, là, moi, je suis Catherine, ça fait très longtemps. Je la trouve inspirante depuis toujours. Puis je trouve que c'est très beau ce qu'elle publie sur les réseaux. Mm-hmm. Et qu'à ce moment-là, je lui ai envoyé un petit message parce que, en fait, ça coïncide un peu après la pandémie ou durant la pandémie. Après. Fait qu'elle publiait de plus en plus de contenu culinaire. Fait que je me suis dit, peut-être qu'un livre de recettes, nutrition, ça l'intéresserait. Je sais pas, toi, comment t'as reçu ça de J'ai reçu un message d'une étrangère qui était Angélique, qui disait « Hey! J'ai eu cette idée, ça te tenterait-tu? » Je pense que je t'ai répondu dans la seconde. Oui. J'ai reçu une réponse instantanée. Moi, j'en revenais pas. Un gros oui, genre... Je pense que j'ai dit... Oui, j'ai une capture d'écran de cette conversation-là. Je pense que j'ai répondu « Oui, ce serait fou. On s'en reparle. » Instantanément, spontanément, j'ai trouvé que c'était vraiment une bonne idée, puis ça m'a parlé tout de suite. Alors, toi, tu es plus responsable du volet recettes. Entièrement, oui. Aussi de l'accueil de l'équipe, parce que toutes les photos sont prises dans ta cuisine. Oui. Quand même, ça, c'était généreux de ta part. Mais comment t'es tombée en amour avec la nourriture? Comment t'en es arrivée là, Catherine? C'est vraiment un résultat de la pandémie. Je me suis mis à voir ma cuisine comme un laboratoire d'apprentissage. Puis il y en a qui ont fait du pain, puis qui sont tombés dans le levain et la passion du pain. Moi, ça a été vraiment la cuisine. Puis apprendre les principes fondamentaux de la cuisine, c'est surtout la création de recettes qui m'a intéressée. Pendant la pandémie, je regardais beaucoup de YouTube, comme bien des gens. Puis à ce moment-là, il y avait les créateurs de recettes du magazine Bon Appétit, qui est un magazine américain, qui ont commencé une chaîne sur YouTube où on était à l'intérieur de la cuisine du magazine Bon Appétit et eux nous amenaient dans la création des recettes, dans le processus derrière. Puis je suis tombée en amour avec le processus de création, en fait. J'aimais déjà la bouffe, j'aimais manger, mais je me suis vraiment mis à avoir envie de créer.
en fait. De créer, puis d'arriver à des beaux résultats, souvent colorés, très, très variés aussi. Est-ce que tu avais des indications précises pour la création de recettes dans le livre, Anne-Julie? Non, c'est vraiment, c'est essentiellement les idées de Catherine. Puis Catherine est très créative, là. Moi, j'en reviens pas comment... On dirait que c'est inné, là, pour toi. Oui, ça fait partie de la création. Fait que c'est ça. En fait, c'était vraiment les idées de recettes de Catherine, mais ensuite, on s'est assis ensemble pour réviser les principes, en fait, de ces recettes-là. Je pense que j'avais donné une certaine base à Catherine de se dire... Ça serait bien d'inclure certains aliments, certaines combinaisons. Puis ensuite, c'est vraiment de regarder l'assiette équilibrée puis s'assurer qu'au final, on essayait le plus possible d'offrir des recettes qui allaient être tendre vers l'assiette équilibrée, essentiellement. Mais il y a eu beaucoup d'échanges entre nous. Tu as testé plusieurs versions de recettes. Tu as aussi fait des suggestions. Je veux dire, tu as tellement de connaissances que moi, j'avais pas. J'ai énormément appris en faisant les recettes, tu sais. Fait que parfois, en me disant, mais peut-être qu'en ajoutant telle chose ou X aliments, on pourrait bonifier. Fait que les recettes ont beaucoup évolué dépendamment de nos échanges. C'est intéressant ce que tu viens de dire, ajouter, parce que souvent, quand on a des livres de recettes, il faut éviter quelque chose. On évite les sucres, on évite les gras, on va éviter, je sais pas moi, les glucides, mettons. Mais là, dans ce cas-ci, ce que vous proposez, c'est d'ajouter dans notre assiette des aliments sains. C'est une bonne idée, ça? Oui. Puis justement, c'est pour rester dans le plaisir. C'est très difficile de changer nos habitudes alimentaires. Si on reste dans le plaisir, qu'on apprécie ce qu'on mange, que ce soit aussi attrayant, d'où l'importance, en fait, on a mis de l'avant la beauté dans le livre. On n'a pas besoin, certainement, d'avoir toujours une assiette qui est instagrammable. Mais je pense que quand c'est attrayant, que c'est plaisant, qu'on apprécie les saveurs, puis que, justement, on a une approche qui est dans l'addition. On se dit, je regarde mon assiette, qu'est-ce que je pourrais ajouter dans cette assiette-ci pour tendre, encore une fois, vers une assiette qui est équilibrée? On a envie de recommencer le lendemain après. Là. Peut-être dans l'abondance, dans les couleurs, justement, dans quelque chose qui est généreux puis qui est vivant. Comme quoi, par exemple? Qu'est-ce qu'on peut ajouter tout de suite à notre assiette là, quand on va aller souper plus tard aujourd'hui? Ça peut être certainement des légumes. Moi, ce que je remarque, à chaque fois que je viens pour me servir mon assiette, je me dis, qu'est-ce que je peux ajouter? Puis souvent, la réponse, c'est une portion additionnelle de légumes. Quand on regarde l'assiette équilibrée, c'est de viser pour la moitié de l'assiette qui est de fruits et de légumes, ce qui est quand même une très grande proportion. En fait, c'est la majorité de l'assiette, là. Ouais. Fait que souvent, moi, c'est ce que je remarque pour mes assiettes à moi, mais après ça, d'ajouter des noix, des graines, des légumineuses. Puis l'idée d'y aller, plus on a une approche variée, puis justement, on a une belle variété dans notre assiette, c'est là qu'on va chercher le plus de nutriments possible. Puis je pense que dans le livre aussi, dans les recettes, il y a quelques petites astuces, quelques trucs comme, par exemple, une recette de gazpacho. On est allé cacher du tofu soyeux dans la gazpacho. Il y a une recette d'orzo où on est allé ajouter des pois chiches. Fait que, ça veut pas dire de se servir un gros bol de pois chiches. Il y a quand même des outils concrets pour aller, comme on dit, comme bonifier des plats qu'on mangerait peut-être normalement, mais juste aller ajouter un légume, une légumineuse, juste une petite quantité, un jour à la fois, ça fait vraiment une énorme différence. Pourquoi les légumes sont si extraordinaires, Anne-Julie? Premièrement, quand on regarde leurs couleurs, chaque couleur différente, en fait, des différents légumes, représente une famille de polyphénols. Donc, les polyphénols ont des propriétés antioxydantes, par exemple. Fait qu'on sait qu'ils vont contribuer à réduire l'inflammation. Puis l'inflammation, souvent, c'est ce qui peut contribuer au déclin cognitif, à l'apparition de certaines maladies chroniques. Donc, aussitôt qu'on ajoute le plus de couleurs possible, justement, on sait qu'on vient bonifier par rapport aux polyphénols. Mais après ça, il y a des vitamines, des minéraux, des fibres. Les fibres sont... On sait, en fait, au Québec, on ne consomme pas assez de fibres de manière générale. Fait qu'aller ajouter des légumes, des légumineuses, on vient d'emblée augmenter notre apport en fibres. Tu vois, quand tu dis fibres, je pensais plus à des céréales qu'à des légumes. On retrouve... il y a certainement dans les produits céréaliers, surtout quand on choisit une option de grains entiers, on va avoir énormément de fibres, mais après ça, dans les légumes, les fruits,
les légumineuses, encore une fois, je pense que c'est... Puis c'est là qu'on voit qu'il y a une... les associations ou les études, ce qui démontrent, c'est que les patrons alimentaires, surtout à base de plantes, qui mettent de l'avant les produits d'origine végétale, vont être associés avec un risque réduit de maladies chroniques, par exemple. Mm-hmm. Donc, voilà. Oui, dans les diètes qui sont les plus communes, on parle de la diète méditerranéenne, par exemple. On a analysé des endroits dans le monde où il y a une population qui vit très, très longtemps et d'apparence en santé. Bon, on s'est dit, qu'est-ce qu'ils font de commun? C'est les légumes, c'est ça? Oui, bien, okay. entre autres, oui, on voit qu'ils ont vraiment une grande proportion, parce qu'on parle vraiment de proportion de légumes, de fruits, puis encore une fois, de légumineuses, les huiles végétales aussi. Puis c'est ce qu'on met de... Oui, ouais. Exact. C'est ce qu'on met de l'avant dans le livre aussi. Catherine cuisine avec l'huile de canola, l'huile d'olive. Je ne sais pas si tu as autre chose à ajouter. Mesdames, j'aimerais connaître votre définition de l'équilibre. Ouais. On pose la même question à tout le monde qui passe au balado et chaque fois, on est vraiment étonné des réponses. Catherine, ta définition de l'équilibre? Moi, je dis toujours que l'équilibre, c'est des fois se lever à 5 heures du matin puis des fois se coucher à 5 heures du matin. Oh! Je me couche de moins en moins à 5 heures du matin. Et c'est pas de gaieté de cœur que je me lève à 5 heures du matin. Mais pour moi, l'équilibre, c'est d'être capable dans les extrêmes puis trouver l'espèce de juste milieu là-dedans. OK. Donc, une souplesse. C'est pas une rigidité, toujours la même routine. Exactement. Être capable de s'adapter, finalement. Complètement. OK. Tu es d'accord avec ça, Angie? Oui, vraiment. Je pense qu'aussi, la spontanéité, pour moi, ça fait partie de l'équilibre, donc qui fait un peu écho à la souplesse, mais aussi d'être bien. Je pense que quand on se sent bien, on est en équilibre. Mais là, être bien, ça veut dire quoi? C'est différent. Oui, mais justement, c'est ça, je pense que c'est différent pour tous. Puis je pense que ça l'évolue dans le temps, puis ça dépend aussi d'un moment dans notre vie. Puis je pense qu'à chaque jour, être bien peut vouloir dire différentes choses. Fait que justement, c'est très... Ça semble vague, mais moi, je sais que si je me lève le matin, que je suis bien, même si c'est chaotique à la maison, mais je sais que je suis avec ma famille. Pour moi, j'atteins l'équilibre de cette manière-là, que, tu sais, ça n'a pas besoin d'être... c'est pas dans la perfection, certainement. Je pense que c'est vraiment... ça se joue dans notre tête, peut-être plus. Ouais. Ben, merci à vous deux. Merci. Nous, dans l'équipe, quand on préparait l'entrevue, on se disait, c'est quand même audacieux quelque part d'arriver avec un livre de recettes alors qu'on est dans une période où il y a énormément d'informations sur la nutrition qui circulent. Bon, il y a des bonnes informations, il y a de la désinformation, on est d'accord, mais à peu près tout le monde se met à parler de nutrition comme si c'était des docteurs en nutrition comme toi, Anne-Julie. Donc, pourquoi avoir voulu mettre un livre, poser un livre dans les mains des gens dans ce contexte-là où il y a beaucoup d'informations sur la nutrition, Catherine? Bien, justement, à travers tous ces mythes et tout ce qu'on se fait dire dans des gros titres sur les réseaux sociaux, je pense que c'était important pour nous de... Juste le fait de le coucher sur papier, c'est concret, puis c'est vrai, puis tu veux dire, t'en as des années d'études derrière la cravate, là. Fait que c'est une preuve, c'est un gage de qualité puis de vérité, là. Mais justement, il y a, comme tu l'as dit, il y a tellement d'informations qui circulent. À un moment donné, c'est facile de s'y perdre. J'ai l'impression que ce livre-là, c'est comme un retour aux sources dans tous les sens, les sources scientifiques, la vraie information, les données probantes s'y trouvent. Toute l'information pour une longévité en santé est dans ce livre-là. Il y a une symbolique aussi, j'ai l'impression que ce soit, justement, comme tu dis, couché sur papier. On a un livre, on tient ce livre-là, on peut le consulter, le reconsulter autant de fois qu'on a besoin. On peut évoluer avec ce livre-là entre les mains, mais définitivement, l'information, la vraie information s'y retrouve. Oui, il y en a tellement des mythes autour de la nutrition. Qu'est-ce que tu vois en ce moment, Anne-Julie, circuler sur les réseaux sociaux qui te dressent les cheveux sur la tête? La liste doit être longue. Ah oui, hein? La liste peut être longue, puis on entend souvent... c'est comme s'il y a des focus sur certains nutriments, certains aliments, comme les protéines. Il y avait un buzz autour des protéines. Ensuite, le fiber maxing, les huiles de graines qui étaient vraiment néfastes selon plusieurs.
Puis ce sont des mythes. Ben en fait, les protéines sont importantes, mais ensuite, c'est pas le seul nutriment sur lequel on devrait mettre l'accent. Mais pourquoi on fait une fixation sur les protéines? C'est quoi l'affaire, là? Il y en a dans... on va dans une grande chaîne de café, puis là, on va avoir un café latte, mais avec un petit boost de protéines. Il y en a partout à l'épicerie. Parce qu'on est dans une ère de performance, de gym, axé sur l'image, où le corps musclé est important. Puis là, on s'est rentré dans la tête que le corps musclé, c'était manger que des protéines à la journée longue, tu sais. Tandis que le corps, corrige-moi si je me trompe, mais si on mange trop de protéines, le corps est intelligent, là. Il les évacue, il les accumule pas pour le lendemain, là, tu sais. Il se fait pas une petite poche de protéines de poulet, là, tu sais. Mais c'est vrai que contrairement à d'autres nutriments qu'on va stocker, notre corps n'a pas de réserve. En fait, la réserve de protéines, ce sont nos muscles, mais à un moment donné, une fois qu'on a atteint un certain seuil, on évacue les protéines. Donc, ça sert à rien d'aller au-delà. Ouais. Puis, en Amérique du Nord, on consomme déjà beaucoup de protéines. On n'a pas besoin d'aller suppléer tout le temps. Là. Exactement. Mais puis, dans un contexte de santé musculaire, bon, certainement, à partir de l'âge de 50 ans, on voit un déclin de la masse musculaire. Ah, ça, c'est la sarcopénie. C'est le mot que j'ai appris. Merci beaucoup à vous deux. Exactement. mais après ça, les glucides sont importants pour donner de l'énergie à nos muscles. On a un intérêt grandissant pour les oméga-3 qui pourraient favoriser la qualité de nos muscles aussi. Oh. Avec l'âge, on voit qu'il y a une infiltration de gras dans nos muscles, ce qui réduit un peu la capacité des muscles, oui, mais la qualité essentiellement des muscles. Donc, les oméga-3 pourraient venir faire un genre de nettoyage. Mais ça, il y a de plus en plus d'études à ce niveau-là. On doit confirmer certaines conclusions. Mais voilà, alors, c'est au-delà des protéines. Puis le fiber maxing, c'est quoi? C'est le nouveau trend. C'est quoi? C'est la mais là, post-ère protéines, je pense que là, tout le monde se dit « Ah, mais là, c'est les fibres! » Tu sais, je pense que c'est des modes aussi, là, c'est des courants. Là. Là, je sais pas exactement la définition du fiber maxing. Peut-être que tu la sais mieux que moi. Là, je suis pas tant familière non plus avec le fiber maxing, mais essentiellement, c'est vraiment d'aller augmenter notre apport en fibres. Peut-être que ça vient du fait qu'on sait qu'on consomme pas assez de fibres. Puis là, des fois, peut-être que des personnes d'influence décident de cibler ces grands titres qu'on lit. Donc, là, augmenter les fibres, mais ensuite, c'est parce que ça n'a pas besoin d'être si compliqué que ça pour le faire. Là, c'est qu'après ça, l'industrie se dit, ben on va créer des produits qui sont... qui répondent à cette demande-là. Pour répondre à cette demande-là, exactement. Ouais. Mais après ça, on peut, comme on a discuté, augmenter notre apport en fruits, en légumes, en grains entiers, puis en légumineuses. Puis là, ben, on est capable Evelyne, c'est ça, la définition de l'équilibre. On l'a trouvé! On l'a trouvé! Exactement. C'est de résister aux tendances, je pense, entre autres. Mais j'ai l'impression que la nutrition, c'est devenu un peu un travail à temps plein. C'est-à-dire qu'on regarde, est-ce que c'est quelque chose qui est dans sa source naturelle ou est-ce que c'est transformé? Est-ce que ça contient du sucre? On a la nouvelle loupe nutritionnelle sur les emballages des aliments. Ensuite, on regarde le nombre de protéines. Est-ce qu'il y a beaucoup de sel? Est-ce qu'il y a du sucre? Qu'est-ce que j'ai mangé dans ma journée? Je regarde le repas d'avant, le repas... Ça commence à être compliqué, manger. Bien, c'est sûr que la bouffe et manger occupe une grande partie de mon cerveau, mais j'essaie de ne pas faire de la cuisine une charge mentale. Je me mets pas trop de pression non plus. Je pense qu'avec les bonnes bases, honnêtement, en lisant le livre, mais quand on a les connaissances puis les bonnes bases, on accumule des outils, des astuces aussi qu'on a dans le livre. Donc, ça simplifie notre vie? Ben oui, parce qu'à un moment donné, effectivement, là, c'est beaucoup d'informations. On n'est pas tous des chercheurs en nutrition. Quand on a les bonnes bases, là, je pense qu'on est capable de cuisiner de très, très bonnes choses. Oui, et de résister aux tendances aussi, tu allais dire, Anne-Julie? Oui, bien, en fait, on discute aussi de l'aspect de la santé mentale dans le livre. Puis je pense que ce qui est intéressant avec la santé mentale, c'est qu'il y a cette association-là ou cet effet avec l'alimentation qui est bidirectionnel, c'est-à-dire on voit dans les études qu'une alimentation qui est plus équilibrée est associée avec une santé mentale qui est plus favorable, si on veut. Mais à l'inverse, si on se met énormément de pression,
on a beau manger une assiette qui est 100% équilibrée 100% du temps, mais là, si ça génère de l'anxiété... on n'est pas avancé. Exactement. Oui. C'est intéressant parce qu'il y a tellement d'extrêmes. On a parlé des protéines, on a parlé du fiber maxing. On essaie de résister à ça, mais l'industrie aussi nous donne beaucoup d'informations et même le gouvernement avec le Guide alimentaire canadien. C'est comme si on avait une responsabilité individuelle pour notre santé, pour notre longévité, mais il faut constamment résister aux assauts de l'extérieur puis aux injonctions de l'extérieur, tu sais, pour rester sur notre ligne puis manger finalement ce qui est bon pour nous, tout simplement. On commence par quoi? Est-ce qu'on élimine des affaires dans votre approche ou pas? C'est quoi la place, par exemple, des aliments transformés dans une alimentation saine qui favorise la longévité? C'est ta réponse. Premièrement, la définition d'un aliment ultra transformé, c'est un aliment qui a été profondément modifié par rapport à son origine. Puis souvent, un aliment qui est ultra transformé, puis là, on parle pas d'aliment transformé, mais bien ultra transformé, il va contenir, tu sais, des additifs puis des composés qu'on retrouve pas dans notre garde-manger. Fait que bon, ça, c'est la définition d'un aliment ultra transformé. Mais ensuite, ces aliments-là, pour donner un exemple, un pain de boulangerie, ça va être un aliment ultra transformé, mais c'est pas la même chose ou un équivalent qu'une boisson gazeuse. Il y a énormément d'hétérogénéité dans cette catégorie-là d'aliments ultra transformés. C'est un peu fourre-tout, finalement. Oui, parce qu'en fait, les aliments sont essentiellement catégorisés en 4 catégories, puis ultra transformés, ça rassemble tout le reste, là, tous ces aliments-là. Fait que je pense qu'il faut y aller dans la nuance avec ce terme-là. Ce sont pas tous les aliments qui sont... Puis même, à partir de là, consommer une boisson gazeuse une fois de temps en temps, c'est pas dramatique. C'est pas ce qui va faire en sorte que notre longévité en santé... on perd un an à notre vie, là. Exactement. Fait que tout est une question d'équilibre, encore une fois. Et voilà. Puis ce sont pas tous les aliments ultra transformés qui sont équivalents. Est-ce que du tofu, c'est un aliment ultra transformé dans notre définition? C'est un aliment transformé. Puis là, après ça, ben il y a toujours une version ultra transformée qui peut être retrouvée. En fait, c'est plus on modifie cet aliment-là. Mais un tofu nature a certainement été transformé. Du lait, du yogourt, c'est un aliment qui est transformé. Mais entre un yogourt nature et un yogourt qui a une saveur ajoutée, par exemple, ou du sucre ajouté, là, on tombe dans l'ultra transformé. C'est la différence entre ces produits-là. Donc, toi, tu as cuisiné avec du tofu. J'essaie de voir dans la catégorie transformée, du yogourt aussi. Bien, inévitablement, oui. C'est des choses qui se retrouvent en épicerie et qu'on n'a pas besoin de faire. Oui, puis c'est pas parce que c'est transformé que ça perd tous ses bénéfices. Et le tofu, je veux dire, si on ne veut pas juste manger des graines de soya, là, ça a besoin d'être transformé pour avoir les bénéfices qu'on leur connaît. T'sais. L'autre chose, c'est la viande. C'est un autre sujet un peu chaud parce qu'on dit, en raison des changements climatiques, on devrait tous réduire notre apport de viande. Vous avez fait le pari de parler beaucoup des légumes, mais il y a quand même une place pour la viande dans votre livre. Pourquoi avoir fait ce choix-là? La volaille, majoritairement. Le poisson aussi, t'aimes beaucoup le crudo. Oui, le crudo. Le poisson et la volaille, ben parce que la viande rouge, ce n'est pas l'ennemi. Mais ce n'est pas notre meilleur ami non plus. Il y a de plus en plus d'études qui démontrent une association assez claire entre un apport plus élevé en viande rouge, mais c'est surtout les charcuteries. Les nitrites, les phosphates, ce genre de choses. Exactement. C'est pas exactement clair qu'est-ce qui est responsable, en fait, pour cette association-là ou cet effet-là. Mais certainement, les charcuteries ont été reconnues comme étant un aliment... peut-être à mettre de côté. Mais ensuite, en ce qui concerne les viandes rouges, ben, on voit qu'une consommation plus élevée est associée à un risque plus élevé de maladies cardiovasculaires, de diabète de type 2 aussi. Mais après ça, dans la viande rouge, ce qui est intéressant, bon, on a une qualité de protéines qui s'y retrouve, le fer aussi. C'est donc pas, encore une fois, une question de de restreindre, mais de faire des substitutions dans notre alimentation. Par exemple, réduire un peu la viande rouge, mais pour la remplacer par autre chose avec justement le poisson ou ça peut être des légumineuses. Fait que ça, c'est toutes des stratégies ou des approches à adopter qui fait en sorte que d'emblée aussi, on réduit notre consommation de viande rouge, ce qui est bénéfique pour la santé planétaire. Donc, il n'y en a pas de viande rouge dans le livre? Non. OK. Il y a du poulet.
Oui. Il y a du poisson, il y a du tofu. De la Toi, dinde. qu'est-ce que tu aimes cuisiner, là, spontanément? Là? Qu'est-ce que tu préférais comme protéine? Comme protéine, je pense la dinde. Hein? Je suis vraiment dans une phase dinde. C'est tellement pas une viande auquel on pense. De la dinde C'est comme une hachée. fois par année, là, à peu non, près. de la dinde hachée, moi, j'ai ça dans mon congélateur Ah oui? toute l'année. Qu'est-ce tout que le temps. t'en fais? Je mélange ça avec justement des légumineuses. Et j'ai mangé ça hier soir. Je me suis fait un bol de dinde hachée avec des épinards, des pinto beans, des haricots pinto, puis des patates douces japonaises. C'était ça mon souper. C'est quoi une patate douce japonaise? Je connais C'est pas ça. les patates douces qui ont la peau mauve, Ah! qui ont la chair blanche oui, à oui, oui, l'intérieur. oui, oui. OK. Moi, c'est un peu mon go-to. Quand je sais pas trop quoi manger, j'ai toujours de la dinde dans le congélateur. Ça se dégèle en quelques minutes. Puis, ouais. Comment tu t'y es pris pour les recettes? Raconte-moi ton processus. Là. Justement, tu parlais de Bon Appétit, que tu as vu, puis tu voyais comment ça se passe. Mais chez toi, ça partait de quoi, tes premières Plusieurs recettes? sources. Il y a des recettes qui sont parties directement de nos discussions. Par exemple, par section, on se disait, ça nous prendrait 1 ou 2 poissons, il nous manque un aliment fermenté. Donc, je partais avec ces idées-là d'ingrédients peut-être qui nous manquaient, puis là, je construisais une recette. Il y a certaines recettes que j'avais déjà dans mon répertoire, qu'on a légèrement modifiées ou bonifiées. Il y a beaucoup de recettes qui sont inspirées aussi de mes voyages au Danemark. Je suis allée quand même quelques fois à Copenhague. Vous aimez ça toutes les deux, hein, ce pays-là? Oui, ouais. Puis, ouais, j'aime beaucoup leur manière de s'alimenter. Fait que, c'est quoi, par exemple, pour ceux qui ne sont pas allés? Qu'est-ce qu'ils mangent, les Danois? beaucoup de poissons. Beaucoup de tartines. Je ne suis pas une grande fan des sandwichs, donc le fameux open face sandwich qui est leur plat signature. Puis leur approche aussi en général, là, de la vie, du design, je suis très, très, très inspirée par les Danois. Ils sont très actifs aussi. Juste dès qu'on met les pieds dans la ville, ils sont en vélo. Ils sont à vélo. C'est ça. C'est une vie d'activité de plein air, même s'ils ont l'hiver comme nous. Ils sont beaucoup tournés vers l'extérieur. OK, fait que des tartines. Une tartine, moi, j'en ai essayé, là, parce que j'avais eu le livre de recettes et j'ai été très surprise parce que ça goûtait tellement bon. Une tartine, on imagine ça comme plate. C'est-à-dire, dans notre enfance, encore le matin, on mange une toast avec du beurre de peanut, puis c'est tout. Mais non! Quand ça passe par Catherine Saint-Laurent, les tartines deviennent vraiment volumineuses. Parle-moi de ta tartine cachée. Volumineuse, et on en a fait un jeu un peu de cette tartine cachée-là, parce qu'au départ, dans la tartine, bon, il y avait le pain, la tartinade qui est à base de noix de cachou et des artichauts marinés. Puis au début, c'était juste ça. Puis là, Anne-Julie me dit, peut-être un petit légume, peut-être une salade. Puis j'étais comme, ben oui, c'est vrai, c'était beige, c'était laid, c'était bon, mais il manquait quelque chose. C'était un peu beige, C'était un peu beige. Ouais. Puis on s'est amusé aussi dans la photo à faire la tartine avant la salade qu'on a mis sur la tartine, d'où le nom de... Tartine cachée. Au lieu d'être à côté, Exact. Ouais. Tu sais, cette notion-là de plaisir qui était vraiment, vraiment fondamentale puis importante pour nous, on l'a mis dans plein d'aspects jusqu'au choix des accessoires dans les photographies. Tu sais, ce petit côté-là un peu ludique puis plaisant, on l'a amené autant dans la création, dans le corps des recettes que dans les images. Et comment ça s'est passé, ce shooting photo chez toi pendant quelques semaines? C'était accaparant quand même. 6 à 8 personnes pendant 2 semaines chez moi, mais moi, j'ai adoré faire ça. J'étais comme une petite fille dans un Toys R Us. Là, Est-ce que c'est toi qui faisais les recettes? Non, il y avait une aide en cuisine. OK. Moi, j'étais un peu comme... je me sentais comme une réalisatrice. C'est-à-dire que je prenais plein de décisions. Il y avait plein de départements. Il y avait les gens à la photo, aux accessoires, en cuisine. Moi, je prenais plein de micro-décisions et je gérais les départements. Mais j'ai quand même beaucoup contribué au choix des accessoires. Ah ouais. Ouais, je me suis invitée à magasiner la coutellerie, les nappes, les assiettes, tout ça. Okay. Ouais. Est-ce que tu étais sur place pendant les 2 semaines? Je suis venue quelques fois, oui, justement, pour... moi, j'avais jamais participé dans un tel projet auparavant, là. C'était... Il y a beaucoup de travail derrière. Énormément de travail. Ouais. Un livre de recettes, là, c'est pas juste écrire des recettes, il faut les tester, d'abord les concevoir, les tester. Ensuite, il faut les faire approuver. Il y a la partie scientifique parce qu'il y a quand même des chapitres assez denses au niveau scientifique. Là. On peut apprendre beaucoup grâce à ce que tu as écrit, Anne-Julie, mais après ça, mettre ça en forme,
vous avez mis combien de temps de votre vie sur Mange ta vie? Beaucoup. Énormément de temps. Puis on s'est rajouté un coefficient de difficulté, c'est-à-dire de le faire à 2, là, aussi, tu sais. Ah. Non, mais c'est vrai, il y avait beaucoup d'échanges. Tu sais, je pense que si tu avais juste fait un livre de nutrition de ton côté, ou moi, si j'avais juste fait des recettes, ça aurait simplifié le processus, mais en même temps, je pense qu'il est là la richesse de notre projet, c'est cet échange-là qu'on a eu. Je suis vraiment d'accord avec ça. Puis le résultat, je sais pas pour toi, mais moi, ça dépasse mes attentes. Absolument. Il est magnifique. Le livre est magnifique, justement, grâce à ta direction artistique dans tout ça. Et Guillaume, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Guillaume? Le graphisme. Ah! Mais cela dit, dès le départ, tout de suite, dans nos premières rencontres, notre but, c'était de rendre la nutrition sexy. Tu sais, c'était déjà là c'était latent, c'était derrière nos têtes durant tout le processus, tu sais. Fait que c'était important que ça apparaisse visuellement aussi. Et en termes de recettes, est-ce que tu avais des lignes directrices, c'est-à-dire il faut que ce soit en moins de 20 minutes, il faut qu'il y ait un minimum de temps d'ingrédients, par exemple, ou tu es vraiment allé librement? Complètement librement. 100%. Mais je dois dire que les recettes, pour les avoir cuisinées moi-même, sont tout de même simples. C'est très accessible. Oui, puis tu sais, je suis pas chef, là. Fait que tu sais, j'ai pas des grandes techniques compliquées, là. C'est-à-dire que moi, je fais de la cuisine, je pense, accessible, de manière récréative à la maison. Donc, il y a rien de très, très, très complexe et très, très long. Fait que je trouve que c'est simple à intégrer relativement dans notre quotidien. Et moi, à chaque semaine, je cuisine au moins 2-3 recettes du livre. Grâce à Catherine. Oh, wow! Faut dire que Catherine venait me porter des pots à la maison. C'est-à-dire... J'avais une livraison à domicile pour goûter les recettes. On appelle ça des perks of the job. Oui. Heureusement qu'on habite proche. Ouais, mais c'est quand même... Ça fait du bien, là, d'avoir justement tant d'informations bien vulgarisées puis des recettes accessibles. C'est vrai que c'est très ludique. Dans l'approche, j'aime beaucoup. Le seul truc qui, moi, m'a fait réfléchir, c'est que en alimentation, souvent, la prévention, c'est un privilège. C'est-à-dire que les gens qui peuvent se payer des légumes, les gens qui peuvent aller loin des produits ultra transformés, c'est souvent des gens qui ont plus d'argent. Puis, en ce moment, les gens ont de la misère à payer leur épicerie parce qu'il faut choisir entre le loyer, l'hydro... ou la bouffe. Puis souvent, la bouffe va passer en dernier. Est-ce que cette pensée-là vous a habité pendant le projet Mange ta vie? Je sais pas si tu voulais y aller, mais essentiellement aussi, ce qui est intéressant dans le livre, c'est qu'il y a plusieurs options, je trouve, Catherine, que tu mets de l'avant, d'y aller pour parfois des légumes congelés ou des fruits congelés. On n'a pas besoin de se tourner tout le temps vers le produit qui est frais. Puis ce que tu dis... Et la réalité, l'épicerie coûte très, très cher. Les produits ultra transformés sont souvent moins dispendieux. Là, on parle de l'huile d'olive, par exemple. L'huile d'olive peut être très dispendieuse, mais après ça, on donne l'option. Ça n'a pas besoin nécessairement d'être l'huile d'olive extra vierge. Ça peut être l'huile d'olive régulière. L'huile de canola est moins chère. C'est une huile végétale qui est super intéressante avec un point de fumée plus élevé, ce qui veut dire qu'on peut cuisiner. Ça ne va pas brûler, la cuisson, exactement, par rapport est plus stable qu'une huile d'olive. Donc, il y a plusieurs astuces à ce niveau-là. Moi, j'ai toujours des sacs de fruits congelés. Puis, en fait, ce qui est intéressant avec les fruits congelés, c'est qu'ils sont congelés environ 3 heures après la récolte. Ils sont au pic de leur profil nutritionnel, là, si on veut. Donc, ils sont tout aussi intéressants. Après ça, les produits qui se retrouvent en canne aussi. Les haricots. Les légumes, les haricots en canne. Cuire ses légumineuses à la maison, là, acheter un immense sac de haricots en vrac. C'est pas cher. C'est pas cher, tu sais. Fait que oui, les légumineuses en canne. La viande rouge coûte très cher. Il n'y a pas de viande rouge. Puis je reviens à l'alimentation en vrac, mais moi, c'est quelque chose que j'ai intégré beaucoup dans les dernières années pour aussi éviter de perdre des aliments. Tu sais, des fois, on achète... par exemple, j'ai une recette avec du sarrasin rôti. Si tu veux faire cette recette-là, puis tu sais pas comment intégrer le sarrasin rôti dans d'autres plats, dans ton alimentation, acheter un sac de sarrasin à 10 $, c'est probablement pas la bonne option, mais d'aller chercher en vrac juste la quantité que tu as besoin, ça évite le gaspillage, ça coûte beaucoup moins cher. Fait qu'on a quand même infusé quelques petites notions dans le livre. Ça te permet finalement de l'essayer avant d'acheter le grand sac qui servira à rien puis qui va moisir dans le fond de l'armoire. Tu m'amènes sur les légumineuses. J'ai l'impression que c'est mal aimé, les légumineuses en nutrition, en alimentation. Moi, c'est ma passion. C'est vrai? Mais c'est parce qu'il y a tellement une énorme différence entre
un pois chiche, en termes de goût, là, de profil de goût, un pois chiche, par exemple, qu'on achète en canne versus celui qu'on va cuire à la maison, c'est ultra simple. Ça prend de l'eau, des aromates, une petite préparation la veille parce qu'il faut les faire tremper. OK, disons que mais c'est comme faire un tu me bouillon de reçois poulet. chez toi demain, puis là, tu vas me faire un plat de pois chiches. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour que ce soit prêt demain? Je les fais tremper pendant la nuit. Fait que ça, c'est assez simple. On les met dans l'eau, c'est tout, on les oublie. Pas au frigo, juste Non, sur le comptoir? sur le comptoir. D'accord. Puis 2 heures avant que tu arrives, je les rince, je les mets dans l'eau sur le feu. J'ajoute des aromates. Ce que vous avez sous la main, des herbes, des grains de poivre, de l'ail, des oignons, des bouts de carottes, des bouts de céleri. C'est comme faire un bouillon. De l'huile d'olive. On met tous les profils de saveur pour que ça infuse dans nos haricots pendant la cuisson. OK. On draine. Et voilà. On draine et après ça, Les on sert haricots tout simplement. sont délicieux. Ah oui, hein? Je confirme. Ah oui, c'est vrai. Mais pourquoi on a peur des légumineuses, tu penses, Anne-Julie? Je pense qu'il y en a qui ont peut-être certains inconforts digestifs aussi en consommant les légumineuses. Ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, c'est un composé qu'on retrouve dans la légumineuse qui peut causer ces inconforts-là. En les trempant, en procédant à une cuisson aussi, on peut éliminer une bonne partie, en fait, de ces composés-là. Puis après ça, il y a une accoutumance qu'on doit aller chercher, fait que c'est d'augmenter graduellement OK, commencer notre consommation. petit. Exactement. Et ensuite, ce sera une vraie salade de pois chiches. OK. Puis ça se congèle aussi, tu sais, ce qui est le fun, c'est que moi, souvent, quand je fais une batch de haricots, j'en fais énormément, puis après, je congèle l'excédent, fait que ça permet de faire des petites portions, d'en ajouter un peu, le reste est au congélateur, puis ils sont délicieux. Est-ce que tu as un congélateur plein de plats? As-tu un gros congélateur? Non, j'ai pas de tombeau à la tombeau. maison? Non? Malheureusement. Ouais. Je vis en ville, donc le tombeau est un peu plus difficile. Est-ce que ce livre-là va vivre sur les réseaux sociaux grâce à Catherine? Est-ce que vous allez faire des capsules? Probablement. Je risque de cuisiner quelques recettes. Oui, ce serait une bonne idée. Probablement. Tu vois-tu une autre vie à Mange ta vie? Ou? C'est ça. Moi, je suis un peu moins active sur les réseaux sociaux. Pour moi, c'était ma manière de transmettre tu sais, je veux dire, moi, je publie dans des revues scientifiques, là, fait qu'il fallait que je trouvais un moyen de rendre l'information accessible. Digeste. Digeste, exactement. Alors, l'information se trouve dans ce livre-là. Puis ensuite, si on verra pour la suite, si on veut faire des capsules ou autre, c'est une belle suggestion. Mais je pense que, tu sais, comme on disait tantôt, c'était un livre qui mon Dieu, je vais faire un mauvais jeu de mots, qui peut avoir une longévité. Oui. Au sens où, tu sais, si on le lit maintenant à 30 ans puis qu'on le reprend dans 5 ans, post-enfant, ou, tu sais, dépendamment du stade de notre vie où on est rendu, je pense qu'il va résonner autrement. Fait que je pense j'espère qu'il aura une longue vie. Oui, je vous le souhaite en tout cas, mais est-ce que vous avez pensé justement en termes de moments de la vie? Parce que quand on parle de longévité, on pense, en tout cas dans mon cas, c'est comme 70 ans et plus, là, tu sais, c'est très, très loin. Est-ce que vous avez pensé en fonction des tranches d'âge? Par exemple, je sais pas moi, je demande pour une amie, les femmes en périménopause, mettons, là, est-ce qu'il y a des besoins spécifiques à ce moment-là que tu voulais absolument couvrir? Mais les besoins évoluent certainement tout au long de notre vie. Alors, dans le livre, on parle donc du début, en fait, de l'âge moyen, si on veut, quand on est un jeune adulte. Puis ensuite, oui, on parle des besoins, comment les besoins changent et évoluent à partir de 50 ans, à partir de 65 ans. Alors, toute cette information-là se retrouve justement dans le livre. Puis on en parle d'un angle de santé cognitive, d'un angle de santé musculaire. Fait que certainement à partir de l'âge de 50 ans, où... dès que la ménopause commence à s'installer, on voit des changements assez drastiques, surtout du côté de la femme. On voit que les hormones changent. Il y a une chute des estrogènes. Aussi, il y a une certaine résistance à l'insuline qui s'installe, ce qui va faire en sorte qu'on est plus à risque, par exemple, de certaines maladies, les maladies cardiovasculaires. On voit un certain déclin dans notre masse musculaire. Mais je pense que c'est une opportunité, justement, pour se pencher sur l'alimentation. L'alimentation est un levier très important donc, pour être capable, justement, d'éviter un déclin de notre masse musculaire, il y a quelque chose à faire. Oui. Quelle est votre définition de vieillir en santé? Catherine, c'est quoi pour toi? Tu sais, si t'es une belle octogénaire, mettons, là, ça veut dire quoi? Pour moi, vieillir, c'est s'accomplir.
Fait que je pense que ça passe par l'accomplissement de soi, personnel, professionnel. Je pense que quand on est accompli, on est bien. Je pense que ça serait ça. OK. Anne-Julie? Moi, ça revient un peu à la question qu'on a posée au début du balado. Donc, c'est quoi l'équilibre? Je trouve que vieillir, justement, en santé, c'est d'atteindre cet équilibre-là, autant mental que biologiquement, là, si on veut, pour se sentir bien. Qu'est-ce qu'on peut intégrer, là, dès aujourd'hui, à partir de Mange ta vie, votre livre? Qu'est-ce qu'on peut changer? Qu'est-ce qu'on peut mettre dans notre assiette pour, justement, favoriser cette longévité-là en santé? Des légumes! Ah, bien ça! Ben oui, Evelyne, franchement, t'as pas pris de notes! Les légumes! Non, mais un petit changement peut faire une grande différence, tu sais. Ouais. Je prends l'exemple de si tous les mardis, tu manges des tacos, OK? Peut-être que ce mardi-là, tu manges tes tacos avec une salade à côté. Ouais. Un jour à la fois, un step à la fois. Ouais. C'est déjà un bon pas. Un ajout, tout C'est simplement, puis on s'en fait pas plus non, que puis ça. faire des changements drastiques, ça fonctionne jamais. Pour personne, changer du tout au tout, du jour au lendemain, c'est pas durable. Fait que se donner le temps, se permettre d'intégrer des changements sur une longue période, sans rien de rigide puis de drastique, je pense que c'est la clé. Ah, j'aime ça. C'est tellement vrai parce que la plupart des diètes, en fait, c'est ça. C'est que du jour au lendemain, là, tu bois juste de la soupe. C'est pour ça que ça marche pas. Mais non, mais c'est pour ça que ça marche pas, parce que c'est plate. Ouais. Puis, je veux dire, c'est pas vivable. Non, c'est clair. On n'a pas parlé des produits fermentés non plus. Je pense que c'est un data à toi, hein, les produits fermentés. T'aimes bien ça? Ouais, ben c'est comme ma nouvelle passion. Là. Ouais. Est-ce que tu es une adepte des produits fermentés, Anne-Julie? Adepte, j'en incorpore dans mon alimentation, certainement. Puis c'est un sujet qui m'intéresse justement dans ma recherche. Je m'intéresse particulièrement justement à tous ces produits fermentés, que ce soit du yogourt, des légumes fermentés, du lien avec la santé cognitive, la santé mentale aussi, qui passe à travers, entre autres, la santé intestinale. Ouais, c'est fascinant ton domaine d'études. Est-ce qu'il y a encore plein de choses à apprendre ou est-ce qu'on a... Ah oui? Oui. It's only the beginning. Mais, tu sais, c'est qu'on parle de directives assez simples, de, intégrer des légumes, par exemple, des grains entiers, etc., mais la nutrition est une science. C'est une science qui est complexe. Ça n'a pas besoin d'être complexe dans notre quotidien, mais il y a certainement encore plusieurs choses à apprendre dans le domaine. Puis là, ce qu'on s'intéresse de plus en plus, c'est la nutrition de précision. Ce qui veut dire qu'on va collecter encore plus d'informations du corps humain pour comprendre les mécanismes. T'sais, pourquoi on voit ces associations-là entre l'alimentation et le vieillissement en santé. Mais là, on s'en va prendre des prises de sang, on collecte des échantillons de sel, par exemple, puis là, on s'en va analyser pour comprendre ce qui se passe exactement dans le corps. Et c'est dans le cerveau, j'imagine que cette partie-là doit être fascinante aussi, là, parce qu'on commence, j'ai l'impression, à comprendre comment ça se passe, mais c'est assez mystérieux, le cerveau. Oui, c'est mystérieux, c'est complexe, encore une fois, chaque organe a sa complexité, mais justement, avec de l'imagerie, on peut aller voir le cerveau, puis là, ben, plus la technologie progresse dans le temps, on est capable justement d'aller chercher cette précision-là pour mieux comprendre. C'est fascinant. En tout cas, merci d'être venue en studio. C'est vraiment passionnant de vous entendre toutes les deux. Je trouve que c'est bien réussi parce que vous avez un bel équilibre justement entre l'aspect scientifique et l'aspect ludique, l'aspect fun. Il faut que ce soit bon, il faut que ce soit beau, puis ça, c'est très, très réussi. Donc, bravo à vous deux. Je rappelle que Mange ta vie est disponible aux éditions Cardinal avec un très beau sous-titre « Science, saveur et santé ». Merci à vous deux. Merci. C'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. On espère que vous avez apprécié la discussion. Si le contenu vous a plu, on vous invite à partager l'épisode et à laisser un avis sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet au stromspa.com. En vous abonnant à notre infolette, soyez certain de ne rien manquer. Merci pour votre précieuse écoute et au plaisir de vous retrouver lors du prochain épisode. À bientôt!